Les médicaments anti-inflammatoires sont destinés à contrôler les effets de la réaction inflammatoire. Ils ne traitent que les symptômes et pas la cause de la réaction inflammatoire. Ce sont donc des médicaments symptomatiques. Il existe deux grandes catégories de médicaments anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS, les anti-inflammatoires stéroïdiens, qui sont couramment appelés corticoïdes. La réaction inflammatoire ou inflammation est une réaction naturelle des tissus vivants à une agression. L'inflammation est un processus habituellement bénéfique dont le but est d'éliminer l'agent pathogène et de réparer les tissus lésés. Parfois, la réaction inflammatoire peut être exagérée ou néfaste. On parle d'inflammation chronique qui est un phénomène pathologique. Le rôle des anti-inflammatoires va être de lutter contre ces effets délétères. La réaction inflammatoire se manifeste par différents signes locaux: rougeur, douleur, sensation de chaleur et œdème, c'est-à-dire un gonflement. D'un point de vue biologique, la réaction inflammatoire fait intervenir un grand nombre de médiateurs présents dans le sang et les tissus, comme les prostaglandines ou des cytokines. Parmi ces médiateurs participant à la réaction inflammatoire, les prostaglandines ont un rôle majeur. Au cours d'une réaction inflammatoire, la synthèse des prostaglandines est stimulée et se fait en deux étapes. Tout d'abord, les phospholipides des membranes cellulaires sont hydrolysés par une enzyme, la phospholipase A2, en acide arachidonique. Puis, l'acide arachidonique est métabolisé en prostaglandines inflammatoires par une autre famille d'enzymes, les cyclooxygénases. Ces prostaglandines inflammatoires ont une action purement locale et sont responsables de la douleur, de l'inflammation et de la fièvre. Cependant, les prostaglandines n'interviennent pas seulement dans la réaction inflammatoire, mais elles ont également de nombreux rôles physiologiques. En effet, en plus de leur synthèse localement dans les tissus inflammés, les prostaglandines sont très largement synthétisées dans tout l'organisme et sont donc impliquées dans de nombreux processus physiologiques. Par exemple, les prostaglandines agissent sur les bronches pour provoquer une bronchodilatation et provoquent une contraction de l'utérus. Elles jouent aussi un rôle sur le rein en améliorant le débit sanguin rénal. Elles sont aussi importantes au niveau de l'estomac car elles sont responsables d'une inhibition des sécrétions acides et d'une augmentation de la sécrétion de mucus protecteur. Enfin, elles ont un effet pro-agrégant plaquettaire. La réaction inflammatoire est donc un processus naturel, mais qui peut être exacerbé dans certaines pathologies. Les médiateurs principaux de cette réaction sont les prostaglandines, qui sont synthétisées au site de l'inflammation et qui sont responsables de la douleur, de l'inflammation et de la fièvre. Les médicaments anti-inflammatoires ont pour but de lutter contre la réaction inflammatoire quand elle est délétère. Voyons maintenant les caractéristiques des médicaments anti-inflammatoires, en commençant par les AINS. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS, forment un groupe hétérogène de médicaments destinés à contrôler les effets de la réaction inflammatoire, quelle que soit son origine. Ce sont donc des médicaments symptomatiques. Les AINS ont un mécanisme d'action commun qui consiste en l'inhibition de la synthèse des prostaglandines inflammatoires par l'inhibition des enzymes impliquées dans leur synthèse, les cyclooxygénases, dont il existe deux principales isoformes, la COX-1 et la COX-2. La COX-1 est l'isoforme présente à l'état physiologique dans la plupart des tissus de l'organisme à tout moment. Elle permet la synthèse des prostaglandines physiologiques. La COX-2, en revanche, est l'isoforme induite au site de l'inflammation dans les états inflammatoires.
Elle est responsable de la synthèse des prostaglandines inflammatoires. Cette différence d'expression des deux COX a conduit au développement de deux groupes d'AINS en fonction de l'isoforme de la COX qui est inhibée. Les AINS de première génération inhibent aussi bien la COX-1 que la COX-2. Ils sont très nombreux et on les classe en fonction de leur formule chimique. On trouve dans cette catégorie des oxycames, des indolés, des pyrazolés par exemple. Les AINS de deuxième génération, qui sont aussi appelés coxib, inhibent sélectivement la COX-2. On trouve dans cette catégorie le celecoxib ou l'étoricoxib par exemple. Les AINS de première génération, tout comme les coxib, par leur action inhibitrice sur la COX-2, empêchent la synthèse des prostaglandines inflammatoires au cours de la réaction inflammatoire. L'inhibition de synthèse des prostaglandines inflammatoires par les AINS donnera donc l'effet miroir de celui des prostaglandines. Les prostaglandines inflammatoires sont responsables de la douleur, de l'inflammation et de la fièvre. Les AINS possèdent donc des propriétés antalgiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques. À noter que l'activité anti-inflammatoire des AINS se manifeste à dose plus élevée que l'activité antalgique et antipyrétique. Bien qu'ils appartiennent à la même classe pharmacologique, les AINS n'ont pas tous les mêmes indications. Ces indications reflètent les pathologies dans lesquelles l'efficacité de chaque molécule a été démontrée. Il est donc nécessaire de consulter les résumés des caractéristiques du produit pour connaître le libellé exact des indications reconnues pour chaque médicament et de les respecter. À titre d'exemple, voici quelques indications du diclofénac. Traitement au long cours des rhumatismes inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, traitement au long cours de certaines arthroses douloureuses et invalidantes, traitement de courte durée de certaines arthrites, arthroses, tendinites ou lombalgies. Certains AINS sont très utilisés comme antalgiques, par exemple l'ibuprofène, qui est utilisé dans le traitement de courte durée de la fièvre ou dans le traitement de courte durée de douleurs telles que les maux de tête, les états grippaux, les douleurs dentaires, les courbatures ou les règles douloureuses. Du fait de leur action sur les prostaglandines physiologiques, tous les AINS exposent aux mêmes effets indésirables. La survenue des effets indésirables dépend avant tout de la dose et de la durée d'utilisation, ainsi que des médicaments associés. En fonction de leurs indications, les AINS peuvent être administrés sous différentes voies d'administration. La voie orale et la voie cutanée constituent les voies préférentielles d'administration des AINS dans les pathologies mineures. La voie intramusculaire et la voie intraveineuse, en revanche, sont utilisées principalement dans le cadre d'affections aiguës. Les prostaglandines physiologiques ont un rôle bénéfique sur l'estomac puisqu'elles inhibent les sécrétions acides et qu'elles augmentent la sécrétion de mucus protecteur. Les AINS vont donc entraîner des effets indésirables digestifs. Il peut s'agir de nausées ou de douleurs abdominales. Fréquentes et rapidement résolutives à l'arrêt du traitement, elles sont en général sans gravité particulière. On peut également observer des complications digestives graves, telles que des ulcères gastro-duodénaux, des hémorragies digestives, voire des perforations intestinales. Devant de telles manifestations cliniques, la règle est autant que possible d'arrêter la prise d'AINS. Pour limiter la toxicité digestive des AINS, il est recommandé de prendre le médicament au cours d'un repas pour protéger la paroi gastrique. Des médicaments
comme les inhibiteurs de la pompe à protons, ou IPP, par exemple l'enzoprazole, l'esoméprazole, le pantoprazole ou l'oméprazole, peuvent être prescrits pour diminuer la toxicité digestive ou gérer les ulcères si la poursuite de la INS est absolument indispensable. Les prostaglandines ont un rôle bénéfique sur le rein qui se traduit par une amélioration du débit sanguin rénal. En inhibant la synthèse des prostaglandines physiologiques, les AINS peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë par diminution du débit sanguin rénal et diminution du débit de filtration glomérulaire. Elle est habituellement réversible après l'arrêt de l'AINS, mais parfois incomplètement. Les AINS sont déconseillés chez les sujets à risque d'insuffisance rénale fonctionnelle, c'est-à-dire les sujets ayant une altération de la fonction rénale, les sujets âgés ou les sujets hypovolémiques, sauf cas exceptionnels qui nécessitent alors une surveillance biologique de la fonction rénale. Au niveau bronchique, les prostaglandines physiologiques sont responsables d'une bronchodilatation. Les AINS peuvent donc entraîner des bronchospasmes ou des manifestations asthmatiques au niveau bronchique. La prise en charge de cet effet indésirable repose sur l'arrêt de l'AINS et la prise en charge symptomatique du patient. Tous les AINS sont susceptibles d'entraîner des réactions cutanées graves, parfois fatales, à type de syndrome de Stevens-Johnson et de syndrome de Lyell. Ces réactions surviennent le plus souvent durant le premier mois de traitement. Le traitement par les AINS doit être arrêté dès la survenue d'un rash cutané, d'une lésion muqueuse ou de toute autre manifestation d'hypersensibilité. Enfin, les AINS peuvent aggraver une insuffisance hépatocellulaire ou donner lieu à des hépatites médicamenteuses. Les coxibes, quant à eux, peuvent favoriser une augmentation du risque cardiovasculaire par rapport aux AINS de première génération, particulièrement chez les patients ayant des antécédents récents, comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Tout symptôme évocateur de l'aggravation ou de l'apparition d'une pathologie cardiovasculaire sous AINS impose l'arrêt du traitement. Les contre-indications des AINS doivent être respectées. En particulier, il ne faut pas prescrire d'AINS dans les situations suivantes: ulcère gastro-duodénal, hémorragie digestive ou perforation digestive du fait des effets ulcérogènes des AINS, insuffisance hépatocellulaire sévère du fait des complications hépatiques pouvant survenir ou être aggravées par les AINS, insuffisance rénale sévère du fait du risque d'insuffisance rénale rencontré avec les AINS, pathologies cardiovasculaires comme des accidents vasculaires cérébraux ou des cardiopathies ischémiques, notamment avec les coxibes, et enfin allergie aux AINS et particulièrement à l'aspirine. Tous les AINS sont également contre-indiqués pendant la grossesse. Les AINS de première génération, y compris ceux administrés par voie locale, doivent être évités pendant les 6 premiers mois de grossesse et sont formellement contre-indiqués dès le début du 6e mois. En effet, en fin de grossesse, en inhibant la synthèse des prostaglandines chez le fœtus, les AINS de première génération exposent à un risque d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque et d'hypertension artérielle pulmonaire chez le fœtus. Ce risque existe même en cas de prise très brève à posologie usuelle. Les coxibes sont quant à eux contre-indiqués pendant toute la grossesse. Les AINS ne doivent jamais être associés entre eux car il y a un risque accru d'ulcères et d'hémorragie digestive par addition des effets indésirables. Il faut éviter de prescrire des AINS avec des corticoïdes car il y a un risque accru d'ulcères et d'hémorragie digestive par addition des effets indésirables. Les AINS ne doivent pas être administrés en même temps que des anticoagulants oraux ou des antiagrégants plaquettaires car cela pourrait favoriser la survenue d'hémorragie digestive.
Enfin, il faut éviter d'associer des AINS avec des antihypertenseurs, comme des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, car cela peut générer un risque d'insuffisance rénale aiguë, particulièrement chez les patients à risque. Les effets indésirables digestifs sévères, donc les ulcères gastro-duodénaux, les perforations digestives ou les hémorragies digestives, potentiellement fatales que l'on rencontre avec les AINS, peuvent survenir à tout moment d'un traitement par AINS et doivent être surveillés attentivement. Une prescription de gastroprotecteurs, comme des inhibiteurs de la pompe à protons, peut être envisagée en fonction des facteurs de risque du patient. Une surveillance étroite est requise chez les patients présentant des antécédents de pathologie cardiovasculaire. Il convient également d'être attentif aux éventuelles manifestations cutanées graves, parfois fatales, qui peuvent survenir au cours du premier mois de traitement par AINS généralement. Enfin, les AINS sont susceptibles de masquer les premiers signes d'une infection ou d'aggraver des infections comme la varicelle. Comme tous les médicaments, les AINS exposent donc à des effets indésirables qui peuvent être graves, en particulier gastro-intestinaux, cardiovasculaires et rénaux. Il est recommandé d'utiliser les AINS à la dose minimale efficace pendant la durée la plus courte possible. Attention, certains AINS sont disponibles sans ordonnance, comme l'ibuprofène par exemple, et sont donc des médicaments d'automédication, pouvant faire l'objet de mauvais usages de la part des patients. Par exemple, prise de plusieurs AINS simultanément, doublement des doses, ou prise d'AINS au long cours. Voyons maintenant les caractéristiques des anti-inflammatoires stéroïdiens, aussi appelés corticoïdes. Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou corticoïdes sont des dérivés synthétiques des hormones stéroïdiennes naturelles synthétisées par la glande surrénale. Cette glande produit les corticoïdes, comme le cortisol, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et une action sur le métabolisme protidique et glucidique, mais aussi les minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone, qui agissent sur la régulation de l'eau et du sodium dans l'organisme, et enfin les androgènes, qui ont un rôle dans le développement des caractères sexuels. En général, quand on parle de corticoïdes, il s'agit des glucocorticoïdes, qu'ils soient naturels ou de synthèse. La sécrétion des glucocorticoïdes naturels est contrôlée par l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus synthétise la CRF, appelée également corticolibérine, qui stimule la libération d'ACTH, appelée aussi corticotrophine, par l'hypophyse. L'ACTH stimule la libération de glucocorticoïdes par la glande surrénale. Les glucocorticoïdes exercent un rétrocontrôle négatif sur la libération d'ACTH et de CRF. Les glucocorticoïdes naturels sont sécrétés par l'organisme à faible dose, selon un rythme circadien contrôlé par l'ACTH, avec un pic de sécrétion en fin de nuit, entre 2 et 8 heures du matin. Les glucocorticoïdes utilisés en thérapeutique sont des dérivés synthétiques des hormones stéroïdiennes naturelles. Ils se distinguent des hormones naturelles par un pouvoir anti-inflammatoire plus marqué et des effets minéralocorticoïdes plus faibles. Tous les corticoïdes n'ont pas la même activité anti-inflammatoire. Leur activité anti-inflammatoire est donc cotée par rapport à celle du cortisol. Par exemple, la dexaméthasone a un pouvoir anti-inflammatoire 25 fois plus élevé que le cortisol, alors que l'activité anti-inflammatoire de la prédnisone est seulement 4 fois plus importante. Le mécanisme d'action des corticoïdes passe par une diminution de la synthèse de la phospholipase A2. Les corticoïdes vont donc inhiber la production des prostaglandines inflammatoires au site de l'inflammation, une enzyme plus haut dans la cascade que les AINS.
Comme c'est le cas avec les AINS, les corticoïdes constituent un traitement symptomatique. Ils ne traitent donc pas la cause de l'inflammation. Ce sont des médicaments d'action rapide qui possèdent de nombreuses propriétés pharmacologiques, ce qui explique leurs nombreuses indications. Les corticoïdes sont les anti-inflammatoires les plus puissants. Ils sont plus puissants que les AINS. Ils sont donc utilisés dans de nombreuses pathologies inflammatoires, comme la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn. Ils agissent sur les lymphocytes T et les lymphocytes B. Ils ont donc des propriétés immunosuppressives qui sont à l'origine de leur indication dans les rejets aigus de greffe, en préventif et en curatif, et dans le traitement des maladies auto-immunes, comme le lupus par exemple. Enfin, les corticoïdes ont des effets anti-allergiques. Ils peuvent également être prescrits pour le traitement de l'asthme sévère ou du choc anaphylactique. Lors de la prescription de corticoïdes, la posologie minimale efficace sera systématiquement recherchée et le traitement doit être le plus court possible. Les corticoïdes sont fréquemment utilisés par voie orale, mais peuvent également être prescrits pour une administration intraveineuse ou intramusculaire. Les voies d'administration locales, comme par exemple l'administration intra-articulaire, oculaire ou cutanée, sont à privilégier par rapport aux voies dites systémiques, c'est-à-dire la voie orale ou parentérale, car ces voies locales induisent moins d'effets indésirables. Lors d'un traitement par corticoïdes, il convient d'expliquer au patient de prendre son médicament le matin pour deux raisons. Tout d'abord, c'est le matin que l'organisme produit habituellement le plus de corticoïdes naturels. Une prise de corticoïdes le matin permet donc de mimer le rythme circadien naturel. Enfin, la prise de corticoïdes le matin permet d'éviter le risque de troubles du sommeil, conséquence de l'effet des corticoïdes sur le système nerveux central. La durée du traitement doit être la plus courte possible en raison des nombreux effets indésirables des corticoïdes. Enfin, comme la prise de corticoïdes met la glande surrénale au repos, il ne faut jamais arrêter brutalement un traitement par corticoïdes sous peine de provoquer une insuffisance surrénalienne. L'arrêt doit donc être progressif avec une décroissance des doses par palier, moins 10% tous les 8 à 15 jours environ. L'utilisation des corticoïdes est à mettre en balance avec la fréquence et la gravité de leurs effets indésirables. La plupart des effets indésirables des corticoïdes sont inhérents à leurs propriétés pharmacologiques. Ils sont donc pour la plupart prévisibles et évitables. Les corticoïdes ont des effets indésirables sur le métabolisme des glucides. Ils sont responsables d'une intolérance au glucose, pouvant aller jusqu'au diabète ou à l'aggravation d'un diabète préexistant. Ils agissent également sur le métabolisme des lipides et provoquent une obésité facio-tronculaire liée à une redistribution des graisses et une hyperlipidémie. Leurs effets indésirables impactent aussi le métabolisme des protides en entraînant une augmentation du catabolisme musculaire caractérisée par une atrophie des muscles et une faiblesse musculaire. Les corticoïdes touchent également l'eau et les électrolytes de l'organisme en induisant une hypokaliémie et une rétention hydrosodée pouvant être responsables d'œdème et d'hypertension artérielle. Les corticoïdes provoquent des effets indésirables cutanés, parmi lesquels une atrophie cutanée, c'est-à-dire une peau fine, qui entraîne une fragilité de la peau et des capillaires, et donc une plus grande susceptibilité aux ecchymoses et un retard à la cicatrisation. On voit également des manifestations osseuses du type ostéoporose, c'est-à-dire une fragilité excessive du squelette, en général partiellement réversible à l'arrêt du traitement. Les corticoïdes provoquent également un retard de croissance important chez l'enfant. Les corticoïdes sont connus pour leurs effets neuropsychiques. Ils ont en effet un effet stimulant sur le système nerveux central qui se caractérise par une euphorie, un état d'excitation, des insomnies et une irritabilité. Comme les AINS, les corticoïdes présentent une toxicité digestive car en augmentant la production acide, ils provoquent un risque d'ulcère ou d'aggravation d'ulcères préexistants. Du fait de leurs effets immunosuppresseurs, les corticoïdes entraînent une augmentation de la sensibilité aux infections,
un risque d'infection bactérienne, virale, parasitaire ou fongique, ou d'aggravation d'infections préexistantes. Cette diapositive est un récapitulatif des principaux effets indésirables des corticoïdes. Les contre-indications des corticoïdes doivent être respectées. En particulier, il ne faut pas prescrire de corticoïdes dans les situations suivantes sans une évaluation soigneuse du rapport bénéfice-risque. Les corticoïdes doivent être évités en cas d'infection patente, en particulier herpès, varicelle ou anguillulose, du fait du risque d'aggravation de l'infection sous corticoïdes. Il faut éviter de prescrire des corticoïdes en cas d'ulcère gastro-duodénal du fait des effets ulcérogènes des corticoïdes. En cas d'hypertension artérielle, les corticoïdes doivent être évités car ils peuvent aggraver la pathologie de par leurs effets sur la rétention hydrosodée. Si le patient est atteint de diabète, la prescription de corticoïdes doit être évitée car les corticoïdes peuvent aggraver un diabète préexistant du fait de leurs effets sur le métabolisme des glucides. Il faut éviter d'administrer des corticoïdes en cas de troubles psychiques du fait des effets des corticoïdes sur le système nerveux central. Dans ces situations, et si le traitement par corticoïdes est justifié, on traitera la maladie associée, par exemple en renforçant le traitement antidiabétique ou antihypertenseur. Les corticoïdes sont en théorie compatibles avec la grossesse puisque le risque tératogène semble peu important. Cependant, il reste préférable de les éviter chez la femme enceinte car il peut y avoir un risque de retard de croissance intra-utérin et de petits poids à la naissance. Un impact sur la surrénale néonatale est possible, surtout si les corticoïdes sont administrés par voie générale en fin de grossesse. L'allaitement est en revanche déconseillé si la mère prend une corticothérapie à dose importante. Les corticoïdes ne doivent pas être associés aux médicaments suivants. Médicaments hypokaliémiants comme les diurétiques, les laxatifs stimulants, car il y a un risque accru d'hypokaliémie. AINS ou aspirine, car il y a un risque accru d'ulcères et d'hémorragie digestive par addition des effets indésirables. Au cours d'un traitement par corticoïdes, une surveillance attentive des infections est requise, en sachant que celles-ci ne doivent pas faire interrompre la corticothérapie, mais lui faire adjoindre un traitement anti-infectieux adapté. D'un point de vue clinique, le poids corporel, la tension artérielle, les modifications de l'état psychique et l'état cutané seront surveillés de très près. On surveille également la glycémie, le bilan lipidique et la kaliémie. Une surveillance du risque d'ulcère et d'ostéoporose est également indispensable. En cas de corticothérapie prolongée, un régime diététique peut être associé au traitement. Il doit être pauvre en glucides et en lipides et riche en protides pour compenser le catabolisme protidique important généré par les corticoïdes. Il doit être pauvre en sel pour éviter la rétention de sodium et d'eau, surtout si le patient présente des œdèmes et une hypertension, et si possible riche en potassium pour prévenir l'hypokaliémie. Une prescription de médicaments préventifs peut être associée au traitement par corticoïdes. Par exemple, des sels de potassium pour remédier à l'hypokaliémie provoquée par les corticoïdes, ou alors des anti-infectieux pour lutter contre les incidents infectieux. On peut également proposer une prescription d'antiacides pour neutraliser l'acidité gastrique, ou encore du calcium et de la vitamine D pour la prévention de l'ostéoporose en cas de traitement prolongé par des corticoïdes. En conclusion, les AINS exposent à des effets indésirables qui peuvent être graves, en particulier gastro-intestinaux. Attention, certains AINS sont disponibles sans ordonnance et sont donc des médicaments d'automédication
pouvant faire l'objet de mauvais usages de la part des patients. Les corticoïdes, quant à eux, sont des dérivés synthétiques des hormones naturelles dont ils se distinguent par des propriétés anti-inflammatoires plus marquées. Ces médicaments possèdent des propriétés anti-inflammatoires, immunosuppressives et anti-allergiques. Leurs effets indésirables sont principalement des complications métaboliques, osseuses et infectieuses. Les corticoïdes doivent être utilisés pour des traitements les plus courts possibles. En cas d'utilisation prolongée, des mesures d'accompagnement comme un régime et des médicaments préventifs doivent être associés.